Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Bien démarré Ouais. la semaine, la journée. Oui, Ça promet. oui, ça promet. C'est l'une des dernières de l'année. Oui, ça promet. Je pense la troisième, enfin l'avant-dernière, si je ne m'abuse. L'avant-dernière, bien évidemment. L'avant-dernière de l'année. Ça va, la Noël, ça se prépare? Bon, oui, ça se prépare pour les enfants. De quoi vous mettez un peu la pression? Est-ce que vous avez déjà acheté les cadeaux des enfants? Pas de pression pour autant. D'accord. S'il y a moyen d'acheter les cadeaux, on achète. S'il n'y a pas moyen, on en parle sagement avec les enfants. Ah d'accord, c'est votre formule en fait. C'est la meilleure option. On en reparlera d'ailleurs, voilà. Ouais. De la célébration de la Noël, en temps de soudure, de la nécessité d'offrir des cadeaux. En temps de serrage de ceinture. En République du Bénin. De la nécessité d'offrir des cadeaux aux enfants. Il vaut mieux faire profil bas et aller parler aux enfants. Dis la vérité aux enfants. Oui, papa n'a pas l'argent. Bon, papa a trop serré la ceinture. Ouais. Allez, plus sérieusement, nous venons sur des titres parus à la une des quotidiens ce matin. Les quotidiens n'en parlent pas encore. Voilà, ils attendent peut-être le jeudi ou le vendredi pour en parler. Pour l'heure, Laurent Roland, Tony Kess, l'actualité du week-end aura été marquée par le congrès extraordinaire du parti UDBN. Et au sortir donc de ce congrès, on retient essentiellement le changement de dénomination. L'UDBN qui devient désormais Renaissance nationale. Oui, c'est la volonté des dirigeants de ce parti de changer certainement de cap. Donc, changer de cap, cela voudra dire qu'il faut peut-être rompre avec une partie du passé et puis changer peut-être de stratégie de management dans une certaine mesure. Donc, c'est certainement ce qui les a conduits parce que quand on regarde de la création du parti UDBN à la date de samedi dernier, il faut faire le bilan. Et le bilan, c'est que oui, l'UDBN, en fusion avec d'autres formations politiques, a réussi à avoir un député élu dans la 6e circonscription électorale, notamment en 2015. Mais après ça, il y a eu toutes les tentatives pour avoir des élus, mais qui se sont qui ont été infructueuses. Voilà, et donc quand on voit aussi à l'ère de la réforme du système partisan, on a pu voir que malgré les efforts des responsables du parti UDBN, c'est vrai que 2019, on sait très bien que 2016, l'UDBN a contribué à faire un chef d'État, mais en fait, en 2019, malheureusement, ils ne sont pas allés aux élections. Mais en 2020, on a pu le voir aux élections communales, avec, même si le résultat au plan national n'est pas assez encourageant, on peut s'assurer de ce que, on peut être fier de ce que cette formation politique a réussi à faire bouger les lignes, notamment dans la partie septentrionale du Bénin, là où on n'attendait pas du tout cette formation politique, parce que dans des zones données, cette formation a réussi à avoir des suffrages en battant même certaines formations politiques. Mais quand on vient aussi en 2021, on constate que l'UDBN a contribué aussi à ce que le chef de l'État, Patrice Talon, soit réélu. Et puis 2023, l'UDBN est allé en cause des élections législatives. On a pu voir aussi que là aussi, il n'y a pas eu de résultat pour autant. Et quand c'est comme ça, il faut s'asseoir, faire le bilan. Et quand on fait le bilan, on prend de nouvelles décisions, de nouvelles directives, on se donne de nouvelles missions. Et je crois que c'est certainement ce qui a guidé les responsables du parti UDBN qui ont compris que bon, il faut peut-être prendre de nouvelles décisions, mais prendre de nouvelles décisions pas sous l'ancienne dénomination peut-être, mais en changeant de dénomination. C'est tellement ce qui les a amenés à créer Renaissance, la RN. Oui, Renaissance nationale. Je veux bien croire que ce nouveau départ sera assez fructueux, en tout cas pour la formation. En tout cas, c'est tout souhait pour les responsables du parti. Espérer que ce nouveau départ leur apporte de bons résultats. D'ailleurs, ils ont 3 ans pratiquement pour se préparer dans la perspective de 2026. Je crois que on va dire 2 ans. Oui, bon, oui. Ans, parce que voilà, donc, et sur 2024 est à nos portes. Voilà. Sur ce plateau, je demandais à la secrétaire générale du parti que est-ce qu'en 2026, l'UDBN ira
à la conquête du pouvoir. Avec un candidat. Renaissance nationale, disons. Renaissance nationale, voilà. Ira l'assaut. Avec un candidat issu ou du bien, parti. le parti contribuera toujours à faire un chef d'État qui est issu d'une autre formation politique et donc ils vont apporter juste le soutien. Je crois que l'un dans l'autre, la formation doit avoir des objectifs clairs actuellement et nous dire concrètement où est-ce qu'il veut aller. C'est-à-dire que, est-ce que l'UDBN, autant pour moi, ça ne va pas être facile de changer aussi facilement. Oui, non, ça viendra. Ça viendra avec le temps. Autant pour moi, vous allez que les personnes m'en excusent. Donc, dès que vous direz UDBN, ayez juste la présence d'esprit de donc, dire Renaissance désormais RN. Voilà, donc, Renaissance nationale, je veux bien croire que oui, pour 2026, cette formation politique aura son candidat ou sa candidate pour la présidentielle, ses candidats pour les législatives et ses candidats pour les communales. En tout cas, si entre-temps il n'y a pas d'autres manœuvres pour exclure des formations politiques du processus électoral, toujours est-il que le Renaissance nationale continue de soutenir le pouvoir en place, donc il y a certainement 50% ou 60% de chances de participer à une élection, je le dis comme ça. Donc on va souhaiter bonne chance à cette formation politique, notamment à la présidente du parti, l'honorable Claudine Ferry-Prince, toute l'équipe autour d'elle, espérer que ce nouveau départ soit celui marqué par un nouveau management, un nouveau leadership, une nouvelle vision, une nouvelle pensée de faire. J'ai pu voir que l'idéologie, c'est le libéralisme, c'est pas social, le socio-libéral, pardon. Et donc, je veux bien croire que oui, quand bien même cette formation politique continue de soutenir le chef de l'État, que cette formation prenne le risque, parfois, de rappeler au gouvernant, en tout cas au chef de l'État, là où il a failli pour le bonheur des populations. Parce que c'est en fait sur ce terrain que les citoyens attendent les différentes formations politiques. On peut soutenir un pouvoir, mais apporter des contributions. En rien, des critiques, voilà. En rien, ce n'est rien. Ça ne veut pas dire qu'on est opposant. Malheureusement, c'est vrai que les acteurs politiques qui sous nos cieux n'ont pas la même compréhension des choses. Dès lors que vous êtes avec eux et que vous remettez en cause certaine de leurs décisions, ils vous prennent déjà pour des opposants. Mais je crois que nous tendons vers une époque où il faut vraiment oser maintenant, parce que c'est ça qui qui amènerait les populations à vous apprécier, à vous accorder le suffrage, parce qu'ils vous trouvent assez sincère et sérieux. Cela donne du crédit, en fait, et je n'ai pas envie de me faire l'avocat ni le porte-parole donc de l'ex-UDBN devenu RN, mais je sais que sur la question, par exemple, du Niger, le parti politique l'UDBN s'était prononcé. Je suis d'accord. Et oui, non. Si je le dis, c'est pour qu'il continue dans la même lancée, la même dynamique, en réalité. Allez, la presse en parle en tout cas abondamment ce matin. C'est écrit un peu partout à la une des quotidiens. L'UDBN fait peau neuve, devient RN, donc Renaissance nationale. Alors on en reparle tout à l'heure dans l'actu décalé, si tout va bien, avec Jules Léandre Kitty, qui est membre du pôle de communicants de la formation politique. En attendant, on va tenter de répondre peut-être à cette question avec l'indépendant. Transformation donc, de l'UDBN en parti Renaissance nationale, Claudine Prudencio à la conquête du pouvoir. Pour une interrogation. La solution, le changement de nom je crois que le thème de ce congrès, c'était bien renaître pour conquérir. J'ai posé la question à Mme Idossou ici pour dire, mais est-ce que c'est pour conquérir le pouvoir? En fait, non, bon, c'est vrai, quand on veut conquérir, c'est on veut conquérir le pouvoir, parce que quand on est formation politique, on aspire à conquérir le pouvoir. Maintenant, je l'ai rappelé tout à l'heure, est-ce que l'UDBN aura sa candidate ou son candidat en 2026? C'est la question à laquelle tout le monde attend une réponse de la fonction politique. Toujours est-il que nous sommes dans une dynamique où il faut avoir les parrainages. Est-ce que l'UDBN a les moyens d'aller à l'assaut de la négociation des parrainages pour avoir sa candidate ou son candidat? L'un dans l'autre, nous sommes sur un terrain politique et tous les cas de figure sont possibles. Et on a pu voir, à Gossa avoir du parrainage avec Corentin Coré. Donc si
Claudine Prudencio, avec une formation. Pourquoi revenez-vous à chaque fois sur ce cas? Non, mais c'est un fait politique, Oui. ça fait partie de l'histoire politique du Bénin. On ne peut pas parler de l'histoire du Bénin sans parler de ce cas. C'est un cas d'école qui doit nous inspirer. Chaque fois quand on parle, on doit pouvoir faire référence à ça. Parce que ça a été une surprise pour tout le monde. Je veux dire quoi? C'est-à-dire qu'au moins, cette formation politique est une formation assez sérieuse. OK. D'accord? Et donc, si on a pu donner des parrainages à Irina Agossa, qui est sorti de nulle part, avec Corentin Koroué, à un moment donné, Donc, je ne doute pas que... Donc, Irina Agossa et un Corentin Koroué, pas sérieux, essayez-vous de dire. Parce que vous nous dites que la formation est sérieuse. Alors, si on a pu donner à d'autres, alors logiquement, c'est que les autres ne sont pas sérieux. Ce que je dis, et je sais, c'est moi qui le dis. Oui. Irina Oui, Agossa, soyez clair. Irina Agossa a été censée... Soyez totalement clair. Cette candidature n'était pas sérieuse pour moi. Je le dis et je l'assume. D'accord. Donc, là, on parle de la candidature. Voilà. Et non des personnes ou des formations politiques. Non. Je ne saurais me prononcer. Je dis, la candidature, en l'état en 2021, ce n'était pas une candidature assez sérieuse. D'accord. Et donc, si on a pu donner des parrainages à des candidatures non sérieuses, selon vous, c'est qu'au moins, pour une formation qui existe depuis des années, mais qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves et qui a changé de dénomination, avec une tête qu'on connaît très bien, c'est qu'on ne devait pas souffrir de parrainage pour ça. C'est ce que je veux dire. Je tente de dire en réalité. Donc, comprenez. Après, c'est vrai que quand on suit un peu le parcours de cette formation politique et qu'on voit, alors je n'ai pas envie de parler des travers, mais en tout cas, toutes les différentes évolutions qu'il y a eu au sein de cette formation politique, tous les événements, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est une formation sérieuse et au sein duquel il y a beaucoup d'hommes de conviction, parce que quand on n'y croit pas, on ne continue pas. Après, il faut autant de déboires. Écoutez, pour parler des résultats, en tout cas. Je ne le dis pas parce que on me connaît, j'ai pas ma langue dans ma poche, de toute façon. Je ne le dis pas parce que je connais Claudine Prudencio. Je crois que elle doit être félicitée parce qu'à l'aide de la réforme du système partisan, c'est pas donné. Tous les coups sont donnés ou tous les coups sont permis. Il n'en fallait pas plus pour que certaines personnes démissionnent carrément et appellent tout le temps à boycotter. D'ailleurs, on a vu certaines formations. Alors c'est vrai que oui, la réforme du système partisan voudrait qu'on aille vers de grands ensembles. On a vu certaines grandes formations justement se fondre dans... Alors, on ne dira pas dans la masse, mais en tout cas, dans d'autres regroupements. Oui, certains ont disparu totalement. Je prends le cas de celui qui a créé la Nouvelle Alliance, qui a quitté FCBE, finalement, il est allé se fondre dans l'Union progressiste de renouveau. Des cas comme ça, on peut en avoir. Hein, donc, quand on voit ça et qu'on voit... Quand le PRD aussi part, par exemple, au niveau de l'UP, même si... Bon, c'est un air qui a été gardé pour contenter. Le PRD, malgré tout ce qu'on lui connaît, malgré son histoire, malgré son parcours au Bénin, quand cette formation en arrive à accepter de se fondre dans l'Union progressiste dans l'Union progressiste pour devenir l'Union progressiste de renouveau, et que l'UDBN continue de tenir tête, en tout cas, à tous les coups, de subir, de recevoir tous les coups, de résister jusqu'à devenir une renaissance nationale aujourd'hui. Je crois qu'il faut féliciter la dame, féliciter tous ceux qui sont encore autour d'elle. Tous les responsables. Et c'est pourquoi je dis que ce nouveau départ doit être marqué par un nouveau leadership, un nouveau management, une nouvelle vision, pour ne pas avoir les mêmes problèmes qu'ils ont eu par le passé, mais que cette fois-ci, ce soit maintenant pour véritablement des résultats et pour la fierté de cette formation politique, pour la fierté de ceux qui continuent de croire en cette formation politique. Allez, autre sujet d'actualité, Laurent Roland-Antonin Nicaise, Patrice Talon en Martinique, le quotidien du service public. On parle ce matin d'une visite inédite, empreinte d'émotion. Oui, visite inédite empreinte d'émotion, oui, avec tout le discours qu'il y a autour, hein, et toutes les dénonciations qu'on observe autour, parce que toutes les actions du chef de l'État sont scrutées minutieusement dans une certaine mesure. À la loupe. À la loupe, parce que les gens lui reprochent beaucoup de choses, notamment sur la question de la traite négrière. Ces prises de parole parfois sont des prises de parole à polémique. Mais toujours est-il que je suis heureux de certaines annonces qui ont été faites. J'ai pu lire qu'il y aura la maison de la Martinique au Bénin. Ça, c'est un rêve que moi, fils de l'ADA, je nourrissais assez fort parce que j'ai toujours dit, pour ceux qui m'ont côtoyé dans la question des restitutions des biens
avec les afro-descendants également, moi j'avais toujours pensé qu'il faut construire à Abomey, par exemple, la maison de la Martinique, construire à Alada, la maison d'Haïti, par exemple, construire à Porto, par exemple, la maison de la Guadeloupe, pourquoi pas. C'est une vision, je l'ai partagé avec des gens, même au niveau de la diaspora, avec un plan précis. Même le roi d'Alada avait été prêt à donner un domaine au niveau du palais royal d'Alada pour construire la maison d'Haïti. Donc, je pense que quand on voit le chef de l'État faire de telles annonces, on est fier parce que je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord, je le dis toujours, trouvons une formule pour que les Martiniquais, les Haïtiens, les Guadeloupéens, quand ils vont venir, les Guyanais quand ils vont venir au Bénin, qu'ils soient intégrés dans nos communautés. En fait, qu'on fasse une sorte de brassage dans une certaine mesure, parce que ce sont nos frères qui, injustement, ont été envoyés là-bas par le biais de l'esclavage. Injustement, involontairement. Volontairement, et donc ont envie de revenir chaque fois. Et dès lors que ces personnes ont envie de rentrer, il faut qu'elles se sentent chez elles une fois rentrées. Oui, voilà. Je suis d'accord que ce que je dis, ça ne va pas être du goût des hôtels. Mais oui, non. On peut leur permettre d'aller, quand ils viennent pour un séjour de 2 semaines peut-être, ils ont peut-être un temps à passer dans les hôtels, mais après, il y a des communautés, des maisons qui sont construites. Ils peuvent les accueillir. Oui, moi, je pense que c'est une bonne annonce que le chef de l'État a faite. Et je veux bien croire qu'on mettra les moyens en œuvre pour ça. J'ai pu voir aussi qu'autour du chef de l'État aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, notamment haïtiens, guadeloupéens, martiniquais, qui travaillent avec lui. Et ça, j'ai aimé ce brassage-là. C'est vrai que je fais partie de ceux qui dénoncent parfois l'importation des compétences d'ailleurs, dans une certaine mesure. Mais j'estime que oui, ce sont nos frères de la diaspora, notamment Haïti, les afro-descendants notamment, ce sont des gens à reconsidérer dans notre manière de faire les choses, dans la gouvernance de nos États, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Sénégal, tout ça. Nous devons créer un environnement favorable à ces personnes pour que ces personnes, une fois au Bénin, dans nos pays, se sentent à l'aise, se sentent davantage en communauté et aimées. J'ai discuté avec un Martiniquais qui dit, mais j'ai envie d'investir au Bénin, mais j'ai besoin qu'on me donne la nationalité béninoise. Parce que si j'ai la nationalité béninoise, que quelqu'un, dans mes affaires au Bénin, je suis grugé, traité par un Béninois, je peux saisir les juridictions aussi facilement et je pourrais avoir la certitude qu'on me traitera comme un Béninois. Par contre, si je suis un Martiniquais, que je viens investir au Bénin et qu'un Béninois me roule et que j'ai des problèmes, c'est que je serai face à quelqu'un dans son pays. Alors que si j'ai la nationalité, et que je me sens aussi béninois, et le juge en face de moi comprendra qu'il est en train de régler une affaire entre béninois, plutôt que de régler une affaire entre un étranger et un béninois, ce qui ne lui donne pas la certitude totale d'avoir la gain de cause dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'il faut faire ça. Je connais un Américain qui a créé un fonds, et c'est les afro-descendants qui cotisent ce fonds-là du côté de la Louisiane aux États-Unis. Et que ce fonds, lui, il a créé ça, je crois qu'il est quelque part avec Henrito. Je l'ai rencontré en 2016, quand il est arrivé, 2015 pour la première fois au Bénin. Ce fonds, c'est de permettre, c'est de financer les activités génératives de revenus des femmes, des communautés. Et donc, c'est des fonds de nos frères afro-descendants qui souhaitent envoyer. Voilà. Et donc, il y a de ces initiatives, il y en a plein. Malheureusement, le climat ne leur est pas favorable. Vous voyez? Donc, il faut vraiment trouver ce mécanisme pour les rassurer. Allez, voici quelque chose qui rassure, on va dire, les politiques béninois et les formations politiques également. On parlait de l'ex-UDBN devenu RN. Cette formation, malheureusement, n'a pas bénéficié du financement public des partis politiques au Bénin. Par contre, il y en a 4 autres qui en ont bénéficié. Laurent Roland Tononiquès, d'abord, on parle ce matin. Financement public donc, des partis politiques au Bénin. La Sénat remet 1,5 milliard aux partis UPR, BR, FCBE et les démocrates. Oui, on n'a pas l'argent pour les AME. On n'a pas l'argent pour d'autres situations dans le pays, mais c'est qu'il y a l'argent disponible. Et regardez observez très bien, ça ne rate pas. C'est-à-dire que quand le moment vient pour donner l'argent aux formations politiques, on s'arrange pour donner ça, pour vite donner. Pendant que d'autres personnes se plaignent dans le pays, elles ne sont pas écoutées. Moi, je voudrais interpeller le gouvernement sur la question pour dire démocrates, UPL Renouveau, Bloc républicain, FCBE, ils ont des élus.
Le financement, je ne suis pas contre. Mais je pense qu'il y a priorité dans priorité. Parce que l'argent qu'on donne aux formations politiques, encore que, qui sont les grands bénéficiaires de ces fonds? C'est depuis le renouveau, le bloc républicain. Là où il y a de l'argent à injecter pour faire le bonheur d'autres Béninois, mettez ces sous d'abord. Nous sommes en décembre. Les AME, pourquoi on ne peut pas leur faire peut-être ce qu'on appelle un bonus, des motivations ou des primes de fin d'année pour fêter? C'est possible, on peut le faire. Pour leur payer un petit 13e mois, comme on le dit souvent. Pourquoi pas? Mais on donne l'argent, on est en décembre, on donne l'argent aux formations politiques. C'est pour un peu comme si on dit aux formations politiques, allez fêter. Pendant que d'autres Béninois sont dans le désespoir. Des Béninois pas qui ne sont pas sans travail, des Béninois qui travaillent pour l'État sont dans le désespoir. Vos propos qui font écho finalement à ce titre, à la une de Dynamisme Info ce matin, Laurent Roland-Tonenquès, 1,5 milliard de francs CFA. Encore pour des partis, le peuple dans la galère, les politiques, cela coule douce. Dans ça, les démocrates ont eu combien? 5-4 millions. FCB a eu combien? Le reste, c'est allé où? Sur les 1,5 milliard. Moi, je pense que... C'est une question de répartition. Oui, je suis d'accord. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Nous sommes en 2023. Oui. D'accord? On dit que l'argent là, c'est pour le fonctionnement des fonctions politiques. C'est pour les activités des fonctions politiques. Oui. Bon, ils vous diront que oui, ils font des activités qui ne communiquent pas là-dessus. Mais quand même, nous vivons dans des communautés. Moi, je pense que ça, l'argent pour les fonctions politiques, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de permettre à ce que ces fonctionnaires qui attendent une prime de fête là, qu'on leur donne 10 000, 10 000, 20 000, 15 000, pour que ceux-là puissent avoir le sourire pour fêter pour leur famille. C'est qu'on améliore la situation. Écoutez, je le dis et je le précise encore ce matin, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de la situation dans laquelle travaillent les policiers béninois. Vendredi soir, je rentrais de Cotonou. Quand vous quittez Zobo, vous voulez passer derrière le stade, juste au niveau après la station là, un véhicule de la police républicaine était en panne là, au milieu de la voie. Les policiers de Calavi, tout le monde le sait, les véhicules qu'ils ont aujourd'hui ne peuvent pas plus les servir à faire des patrouilles et chasser des délinquants si en temps ils faisaient un braquage. Ce n'est pas possible. Avec une moto Bajaj ou même BBCT parfois, vous pouvez aller mieux que ces véhicules-là. On en a besoin pour notre sécurité. Les 1,5 milliard, on peut prendre ça pour acheter des véhicules pour les policiers. Allez voir la voie qui mène vers le commissariat central d'Abon et Calavi. Ce n'est pas en état quand même. Ce qui se passe, ça n'encourage pas. Mais allez voir aussi les conditions dans lesquelles les policiers travaillent. Écoutez, allez dans les bureaux des policiers pour voir. Tout ça, il faut mettre de l'argent. Nous, vous parlons de sécurité. Le chef d'État a reçu il y a quelques jours les policiers responsables, justement, pour leur parler de sécurité. Mais il n'y a pas de possibilité sans moyens. Ils peuvent ne pas être d'accord. Je sais que quand je le dis parfois, vous me prenez pour un opposant. Mais je suis dans un Béninois, j'observe et je tire les conclusions. Je dis, les policiers ont besoin de moyens. Comment se fait-il que le policier qui doit, à un moment donné, traquer des délinquants, aujourd'hui, avant, quand il y a braquage, avec des véhicules, des délinquants font un braquage, les policiers peuvent les chasser avec leur voiture. Quel véhicule de policier vous voyez dans la ville de Cotonou peut chasser braqueurs dans la ville de Cotonou? Après, c'est vrai que les policiers qu'on voit souvent en circulation, parfois sont à bord de véhicules qui semblent ne pas être dans de bons états, mais vous et moi ne sommes pas mécaniciens ou garagistes. Pour réellement en parler, c'est la première chose. Je ne veux pas faire semblant de dire la vérité aux gens. Laissez-moi finir, je peux finir, on peut m'attaquer, mais je le dis trop fort. Laissez-moi finir. Donc, d'un, nous ne sommes pas garagistes ou mécaniciens pour juger réellement de l'état. Vous connaissez l'état depuis quand on a donné ces véhicules? Première chose. Deuxième chose, tous les véhicules dont ils disposent ne sont pas forcément en circulation. Peut-être qu'il y en a. Mais justement... Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, justement, au garage, mais en bon état. S'il y a de nouveaux... En cas, justement, de besoin... Non, on peut les sortir. Ça, on ne le sait pas. Je connais deux véhicules. Ce dont on a besoin, Laurent, par contre, c'est qu'on nous dise la vérité. C'est qu'on nous donne les bonnes informations. Alors, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Alors, peut-être que la police républicaine monte au créneau pour nous dire, ne vous en faites pas, on a les moyens.
qu'il le fasse. Merci. Maintenant, comme ça, on se taira. Comme ça, on se taira. Je connais au moins 2 commissariats dans la commune d'Avoclavie. Commissariat central, commissariat de Kassato. Quand je vois leurs véhicules dans la circulation, ces véhicules-là, déjà, même si tu n'es pas garagiste quand même, quand tu vois, écoute, même tu sens que la motivation est partie. Tu sens que tout c'est devenu cassé. Ça, c'est ce que vous voyez. Attendez. Oui. Moi, je vous dis une chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils peuvent ne pas être d'accord. Je sais que la hiérarchie policière ne sera pas d'accord avec ce que je dis ce matin, mais il s'agit des Béninois qui travaillent dans ces commissariats. D'accord? Et pour vous dire quoi? Quand vous regardez ces véhicules, vous dites qu'il y a s'il y a de nouveaux véhicules dans les garages, sortez-les. Mettez à la disposition des policiers. Parce que ce dont je parle là, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Vous êtes témoin. J'en parle pratiquement 2 ans. Il y a 2 ans. Ça fait 1 an que j'ai repris le même discours. Ce n'est pas que je n'ai pas mon père qui est policier, je n'ai pas ma mère qui est policier, je n'ai pas mon frère qui est policier. Non, mais ce que je constate que si nous voulons parler de sécurité, c'est donner les moyens maintenant. Les 1,5 milliard là, on peut aller à Sifa Moto acheter 2, 4, 5, 6 pick-up et donner aux policiers en attendant. Et après, les formations politiques, ça peut venir en deuxième position. Parce que l'argent qu'ils prennent là, les formations politiques là, ça va servir à quoi? Après, ils vont essayer d'inventer des actions à Tukuntuna ou à Ferré. Inventer, pour dire qu'ils ont fait. Oui, mais pour rassembler quelques personnes et dire qu'ils ont fait. En tout cas, en parlant de la police je pense sincèrement qu'il y a priorité dans priorité. Nous sommes à la fin de l'année, donner les moyens à la police républicaine. Et nous tendons vers un moment assez tumultueux, notamment en 2006. Si les policiers n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas assurer la sécurité, ils ne peuvent pas assurer le maintien d'ordre dans nos communautés. Ce n'est pas possible. Allez, en parlant en tout cas de la police républicaine, il faut tirer une fière chandelle à la haute hiérarchie de la dite police, puisque depuis quelques jours, en tout cas, on remarque en circulation, c'est certainement rattaché à la fin de l'année, qu'il y a beaucoup d'agents positionnés à certains les jeunes carrefours policiers stratégiques. qui sont sortis de l'école, comme pour la position au niveau des carrefours, là aussi il y a un problème. Ça permet quand même, oui, de se sentir même plus ou moins en sécurité. Nous sommes en période de fin d'année. Je suis parfaitement d'accord qu'on positionne les jeunes policiers et les policiers au niveau des carrefours pour déjà même que leur présence est assez dissuasive. Dissuasive, justement. Et donc, dans une certaine mesure, oui, ils le font si En même bien. temps, ça leur permet de prendre le pouls. C'est bien parce et de savoir à quoi s'en tenir. Je suis d'accord que le gouvernement a trouvé la bonne formule, la hiérarchie policière a trouvé la bonne formule. Nous possédons ces éléments pour dissuader les tentatives ou les envies, velléités, dans certaines mesures. Mais rester debout du matin jusqu'au soir, ce n'est pas facile. Payez-leur la bonne prime. Ça procède aussi certainement de la formation. Payez-leur la bonne prime, s'il vous plaît. Oui. Allez, on va reparler politique très rapidement avec le Matin Libre ce matin, le quotidien, qui parle du Parti des démocrates, qui a aussi bénéficié donc de ce financement public aux partis politiques. Bénin vit des partis politiques justement avec les démocrates. Une certitude tombe, tout peut arriver. Laurent. Oui, je vois ce titre sous 2 angles. Premier angle, c'est que la présence des démocrates montre qu'il n'y a pas de certitude que, tel que les gens ont gagné les élections relevées en 2019 et en 2020, ce n'est pas évident que ça continue. Et donc, la présence des démocrates montre qu'il n'y a pas de certitude, il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Mais je prends sous le second angle en disant peut-être que oui, le dernier vote de Basile Arossi montre que oui, les certitudes tombent parce qu'on ne peut pas être sûr de ce que à 100% tous les démocrates vont faire la même chose. Et sur la question, je répondrai peut-être au journal en disant que pour moi, je pense et sincèrement, et c'est moi, et je l'assume, les démocrates n'auraient pas dû voter contre ce budget. Parce qu'on ne peut pas valider tous les rapports et venir voter contre le document final. Ce n'est pas possible. Donc pour moi, ça ne répond à aucune logique. C'est vrai que, oui, une fois que la consigne serait venue de je ne sais d'où, Arossi devrait peut-être se plier il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. La discipline de groupe. Mais attention, il y a d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas. Je ne veux pas les étaler sur le plateau. Je crois que je l'ai dit à ceux qui m'ont pris en offre pour dire, oui, voilà, il y a des facteurs pour lesquels Arossi pourrait faire ce qu'il a fait. Peut-être le dire sur un plateau pourrait le choquer. Mais je crois que chaque acteur politique est libre de faire ses choix et de les assumer. Il a fait son choix. Il les a assumés d'ailleurs sur une radio de la place. Alors, laissons les coups, évitons les polémiques
à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois. Mais on est d'accord que là, effectivement, une certitude tombe, si c'est de cela qu'il Oui, s'agit. c'est ce que je dis. Et que donc, tout peut réellement arriver. Non, mais tout peut arriver. Je crois que ça, ce n'est que... J'appelle ça un événement, c'est un épiphénomène. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens parce que dans cette logique de budget, je pense que c'est les 27 autres députés qui ont failli. Moi, je continue de le dire. Ils auraient dû voter pour montrer au peuple qu'en réalité, ils ne sont pas là pour voter contre. Parce que dans ce budget, il y a des lignes qui sont réservées pour le social. Donc, quand le gouvernement arrive à avoir les moyens sur le terrain pour faire des actions sociales et dit que les députés démocrates avaient voté contre, c'est pas bon pour les démocrates. Les démocrates auraient pu voter et suivre l'exécution de ce budget minutieusement et maintenant revenir sur chaque aspect et dénoncer le gouvernement si en tout le temps il y a mal donné. D'accord. Allez, deux sujets pour finir rapidement avec Matin Libre déjà, Laurent Roland Antonin-Nicaise qui se pose cette question ce matin, accident de circulation dans le littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi? Bon, moi je ne sais pas, je me souviens, nous savons que nous avons tous un problème, nous avons un problème dans le domaine de la santé au Bénin. Est-ce que le plateau technique à Cotonou est assez défaillant ou bien il n'y a plus de place? Nous savons qu'il y a manque de lits dans certains de nos hôpitaux, notamment on a fait la fusion entre le CNHU et le Kanguezo. Bon, malgré tout ça, il y a toujours des problèmes qui persistent. On nous a dit que oui, ce serait sous la gestion des militaires, que les militaires sont rigoureux, le Kanguezo. Bon, après, c'est vrai qu'après ça, il y a d'autres cliniques privées. Il y a la clinique Boni, il y a Saint-Luc, il y a tout ça là. Donc si aujourd'hui on emmène les accidentés à Cotonou, à Calavi par exemple, c'est peut-être que les hôpitaux à Cotonou, surtout les hôpitaux, les centres privés ne veulent plus recevoir. Parce que quand on amène un accidenté, première chose, vous devez lui administrer les soins. Si vous honorez votre serment. Donc, dans une certaine mesure, oui, dans cette situation, il y a des hôpitaux qui font les dépenses, qui font tout, mais personne pour rembourser. D'ailleurs, même dans les centres privés, au CNHU, quand vous allez aux urgences, il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas quelle est la situation ces derniers jours, ces dernières semaines, mais je sais que jusqu'à un passé récent, vous allez là-bas, vous tombez, on vous met dans le couloir là, et tant que un parent ne vient pas, c'est que vous pouvez souffrir là jusqu'à succomber. Donc, quand c'est déjà comme ça dans les centres publics, imaginez ce que ça peut être dans les centres privés. Les centres privés vont mettre peut-être les moyens pour sauver la personne. Mais qui va rembourser après? Donc, je pense que ce n'est même pas amener les gens à clarifier les problèmes. Quelle est la politique de prise en charge des cas urgents? C'est-à-dire, ailleurs, quand vous avez un problème, vous allez à l'hôpital, on vous soigne d'abord. Quand on finit de vous soigner maintenant, on réfléchit à comment est-ce que vous allez rembourser ou bien vos parents vont rembourser. Mais ici, tant que le parent ne vient pas acheter la seringue, c'est que si vous ne savez pas faire, vous allez mourir tout bêtement. Oui, parce que comme vous l'avez dit, la politique n'est pas claire. Il ne sert à rien d'investir à chaque fois dans ce genre de dépenses. Oui, sans être c'est la lecture que je fais. Je ne sais pas si c'est... Je ne dis pas que c'est exactement... dans ces fonds, donc oui, il faut... Je ne dis pas que c'est exactement ça. Donc, il faut prendre des mesures, oui, il faut que le tableau soit clair. C'est cette situation qui fait que des centres comme Saint-Luc et autres là ont peut-être maintenant ont commencé à refuser. C'est Calavi dit de les référer à Calavi. Et donc, à Calavi aussi, si Calavi commence à refuser, on va les envoyer où? À Zinvier. Peut-être qu'à Zinvier, chez les prêtres auront la compassion nécessaire pour les soutenir. À l'ADA, c'est encore grave. Ils n'en ont pas toujours. Ah non, mais oui, eux-mêmes, ils sont dans une... Pas toujours, non, pour toutes les fois. Mais bon, oui, non, ça dépend. Mais je pense que si quelqu'un doit faire accident à Cotonou et qu'après, quand il va aussi refuser de l'amener à l'ADA, il vaut mieux faire l'euthanasie, parce que ça, c'est difficile. Bientôt boycott peut-être. Allez, pour finir rapidement avec Dynamisme Info, interdiction des manifestations de Egungun à Calavi vers la généralisation de la mesure face aux déviances. Je ne partage pas cette décision. Et je ne partage pas, en tout cas, cette manière de faire les choses depuis un moment. C'est parce que personne n'en parle. Je crois que je ne suis pas adepte de culte au gourou. Écoutez, je n'ai rien à foutre avec ça. C'est vrai que je les respecte. On respecte chacun dans son couloir. Je suis chrétien évangélique, je l'assume. Quand vous étiez plus jeune, c'est sûr que vous aimiez bien aller suivre les spectacles. J'allais suivre, peu s'en fallait. C'est ma grand-mère qui
a été la barrière pour moi pour que je ne sois pas dans ce monde-là, dans une certaine mesure. Ah d'accord, ça se comprend. Alors votre position ce matin se comprend encore mieux. Non, Laurent donc, Roland Tonnenkes. pour dire quoi? Moi, je pense sincèrement que, comme on le dit, nous sommes dans un pays laïque. Il y a des brebis galeuses. Et les brebis galeuses ne sauraient amener à prendre des décisions radicales. Parce qu'à la lieu où vont les choses, on voit que c'est interdit à Cotonou, c'est interdit à Ouida, c'est interdit à Sakete, c'est interdit à Calavi. Écoutez, il y a matière à réflexion. Il faut réorganiser. Il faut organiser cela et sécuriser. C'est-à-dire que dès lors que il faut d'abord inviter les dignitaires de ce culte-là, les écouter, autour d'une table et voilà, discuter avec eux et mettre comprendre. sur la table les recommandations ou bien les suggestions du gouvernement pour que dans cette pratique-là, les gens respectent ce que dira le gouvernement. Mais quand on interdit pour interdire tout le temps, moi je pense qu'il y a un problème. Il y a des éléments qui foutent le bordel dans ce culte, je suis d'accord. Mais ça ne saurait amener un gouvernement, chaque fois, un préfet sort une note pour interdire jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi ça? Je crois qu'il faut revoir cette manière de faire les choses. Il vaut mieux convier les gens à une table de discussion. Discuter avec eux. Les cultes, les dignitaires, les balais, comment on les appelle, les chefs balais de Sakete, Ouida, Cotonou, Abomey, Alada, Pomancé, que sais-je, comment les appeler autour d'une table de discussion, leur dire voilà ce que vos éléments font sur le terrain, voilà les dégâts qu'ils font. Nous souhaiterions que vous essayiez de les réorganiser. Et s'il y a des gens parmi vous qui sont enclins à faire des casses et du désordre parfois à des moments donnés, essayez de les extirper de vos rangs pour mieux organiser ce culte-là. Parce qu'au fond, dans le même temps qu'on dit promotion du tourisme, on met en place un comité vaudou. Mais en même temps, on interdit une pratique du vaudou. Moi, je ne comprends pas. C'est un sujet sur lequel on reviendra dans le courant de la semaine, peut-être demain, possiblement, Laurent Roland Tonnenkes. Avec Dynamisme Info toujours, pour finir, mais vraiment, cette fois, à l'oreille droite, interdiction de TD payant dans les établissements maternels et primaires. Le gouvernement prend enfin ses responsabilités face à un phénomène qui a longtemps duré, écrit le quotidien. Oui, je crois que les TD payants, bon, ça c'est les établissements publics. Hein. Je crois que oui, dans les publics, l'État avait interdit ça. Si ça continue, ça a commencé. Mais est-ce que l'État a pris ses responsabilités en soutenant les écoles? C'est en cela que je ne suis pas d'accord tout le temps avec le gouvernement. Il est bon de prendre des décisions, d'interdire, de suspendre. Mais en amont, qu'avez-vous fait? Ou en aval, qu'avez-vous fait? Les enfants ont besoin de t'aider. On nous a dit que l'État prendra ses responsabilités à un moment donné. Je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, on disait ça. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Est-ce que dans la perspective de suspendre cette aide, est-ce que le gouvernement a envoyé à temps les subventions dans les écoles? Nous sommes en décembre. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles ont déjà les subventions? De toute façon, quand je suis descendu de ce plateau, je vais appeler 2-3 directeurs d'école, d'établissement pour savoir s'ils ont déjà eu les subventions. Parce que je sais que l'année passée, les subventions ne sont pas vite tombées. Et c'est pratiquement même au moment où les enfants, à une semaine du CP, que les gens ont reçu la dernière tranche de la subvention, alors qu'on était déjà à la fin de l'année. Donc, il vaut mieux peut-être vérifier. Je vais certainement appeler 2 ou 3 pour savoir. Mais je pense que si l'État doit suspendre ça, doit pouvoir mettre les moyens à disposition pour organiser, pour encadrer cela. Et quand on parle des publics, c'est ça. Dans les privés, c'est encore pire. C'est le comble, hein. Vous payez tellement de services, mais bon, personne ne vous a demandé d'envoyer vos enfants dans les privés. Allez, merci à vous, Laurent Roland Tonnenkes.